Chapitre 1, la façade. La pluie matinale tambourinait contre les fenêtres de la modeste maison de banlieue tandis que Marvin Ramsey était assis, penché sur son café, les mains tremblant juste assez pour faire vibrer la tasse contre la soucoupe. Aux yeux de tous, il ressemblait exactement à ce qu'il prétendait être. Un ancien marine brisé, hanté par des démons invisibles et luttant pour conserver ses derniers lambeaux de raison. Victoria Ramsey évoluait dans la cuisine avec une indifférence maîtrisée. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré leur matinale. Elle avait cessé de dissimuler son mépris depuis des mois. Et Marvin jouait parfaitement son rôle. Le mari pathétique qui ne remarquait même pas le dégoût de sa propre femme. « Il faut tondre la pelouse », dit-elle sans le regarder, en appliquant du rouge à lèvres avec une précision chirurgicale. Madame Patterson en avait parlé hier. La réponse de Marvin fut un grognement à peine audible, les yeux rivés sur son café comme s'il contenait les secrets de l'univers. Au fond de lui, son esprit était aussi vif qu'une lame, cataloguant chaque détail. La nouvelle montre Cartier à son poignet, le parfum coûteux qui n'était décidément pas pour lui. Sa façon de consulter son téléphone toutes les 30 secondes. Victoria était l'amour de jeunesse de Marvin, la fille d'un juge local qu'il avait épousée, héroïne de guerre, lors d'une cérémonie qui fit la une du journal de leur petite ville. Ce que le public ignorait, c'est que Marvin Ramsey n'avait jamais été marine. Il était bien plus dangereux. Pendant 15 ans, il avait été l'agent secret le plus efficace d'Interpol, infiltrant des organisations criminelles sur 3 continents sous diverses identités. Son identité actuelle de vétéran brisé avait été soigneusement construite 3 ans plus tôt, lorsque les renseignements avaient suggéré qu'un important réseau de trafic d'armes opérait dans des banlieues apparemment respectables. Le réseau utilisait des épouses d'anciens combattants et des forces de l'ordre comme passeurs involontaires, exploitant leurs habilitations de sécurité et leurs casiers judiciaires vierges. Ce que Marvin n'avait pas prévu, c'était que sa propre femme se montre volontaire. « Je serai en retard ce soir », annonça Victoria, d'un ton subtilement tranchant qui signifiait qu'elle se fichait de sa réponse. Club de lecture. Il n'y avait pas de club de lecture. Marvin savait qu'elle serait à l'hôtel Grandview, chambre 412, avec Angelo Denny, un homme de main de la famille Torino, qui avait lentement entraîné Victoria dans sa toile ces 8 derniers mois. Angelo l'avait convaincue qu'elle méritait mieux qu'une coquille vide, incapable même de garder un emploi stable. Si seulement il savait que le chômage apparent de Marvin était en réalité une opération secrète financée par un groupe de travail international ciblant l'organisation même pour laquelle Angelo travaillait. Tandis que Victoria rassemblait son sac à main et ses clés, Marvin s'autorisa un léger tremblement dans la voix. « Vicky, je me suis dit que je devrais peut-être retenter une thérapie. Le docteur en lait a dit qu'il existait de nouveaux traitements. » Arrête, Marv. Son interruption fut brutale. Sans appel. Nous savons tous les deux que tu es irrécupérable. La porte claqua derrière elle et Marvin se redressa aussitôt. Ses tremblements cessèrent, son regard s'aiguisa et il attrapa le téléphone crypté caché dans son vieux flacon de médicaments. Il avait 3 appels manqués de son agent, l'agent Bill Howard, et un SMS qui lui glaça le sang. Colis intercepté. Angelo Denny demande une équipe de 2 hommes pour une intervention résidentielle. Délai de 48 heures. Votre couverture pourrait être grillée. Marvin s'assit au téléphone et se dirigea vers son atelier au sous-sol, où, sous un faux plancher, se trouvaient ses vrais outils. Non pas les outils de jardin rouillés que Victoria avait vus, mais du matériel de surveillance de qualité militaire, des armes et des dossiers détaillés sur chaque membre de l'organisation Torino. Il consulta le dossier d'Angelo sur son ordinateur portable crypté. Angelo Denny, 34 ans, né dans le Queens dans une famille liée à la mafia depuis 3 générations, avait commencé comme agent de rue avant de gravir les échelons pour gérer les situations spéciales pour le chef de famille, Dom Torino. La spécialité d'Angelo était de faire disparaître définitivement les problèmes tout en maintenant un déni plausible pour la famille. Marvin observait Angelo depuis des mois, documentant ses habitudes, ses contacts, ses faiblesses. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était à quel point Angelo allait séduire Victoria, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Angelo l'avait étudié, comprenait ses frustrations face à leur mariage, son désir d'excitation et de luxe. La véritable révélation était survenue 2 semaines plus tôt, lorsque l'équipement de surveillance de Marvin avait capté une conversation entre Victoria et Angelo qui l'avait glacé le sang. Elle ne se contentait pas de le tromper, elle planifiait activement son meurtre. Il a une assurance vie d'1 demi-million, avait murmuré Victoria lors d'une de leurs rencontres à l'hôtel. De plus, la maison vaut $300 000 de plus.
On met ça en scène comme une invasion de domicile. On fait croire que le syndrome de stress post-traumatique l'a finalement poussé à bout et on est paré. La réaction d'Angelo avait été encore plus troublante. Mon oncle Dom connaît des spécialistes de ce genre de travail. Propre, professionnel, aucun lien avec nous. Votre mari n'est qu'une victime de guerre de plus. Ça arrive souvent avec ces vétérans brisés. Debout dans son sous-sol, entouré de ses outils de travail, Marvin sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Victoria avait franchi une ligne sans retour. Elle avait choisi son camp et choisi de le voir mort. Ce qu'elle ignorait, c'est que Marvin Ramsey n'avait jamais échoué en mission, et celle-ci, protéger sa propre vie tout en démantelant un réseau criminel entier, serait la plus personnelle qu'il ait jamais connue. Il ouvrit un canal de communication sécurisé avec l'agent Howard. Le paquet confirma compromis, demandant l'autorisation d'activer le protocole 7. Le protocole 7 était la désignation d'Interpol pour les opérations où la couverture d'un agent était découverte, mais où sa position pouvait être exploitée pour recueillir un maximum de renseignements avant l'extraction. C'était dangereux, souvent mortel, mais cela permettait aux agents de causer un maximum de dégâts aux organisations criminelles avant de disparaître. La réponse d'Howard arriva quelques minutes plus tard. Autorisation accordée. Équipe de soutien en alerte. Vous vous souvenez de Ramsey? Rien à redire. Marvin sourit pour la première fois depuis des mois. Victoria et Angelo pensaient traquer un vétéran brisé. Ils ignoraient. Quoi ressemblerait la vie sans ton mari brisé? Tu vas bientôt le découvrir. Accusation fédérale pour complot en vue de commettre un meurtre, complicité de trafic d'armes et soutien matériel à une organisation criminelle. L'organisation d'Angelo est en cours de démantèlement en ce moment même. Tu n'auras donc pas sa protection en prison. Victoria blêmit sous les conséquences. Sans l'organisation criminelle d'Angelo pour la protéger, sans les mystérieuses ressources de Marvin pour subvenir à ses besoins, elle risquerait la prison fédérale, femme vulnérable, sans alliés et aux nombreux ennemis. Ton père, le juge Alfred Lore, est également arrêté ce soir. Marvin poursuivit avec une précision chirurgicale. Les pots de vin qu'il a acceptés des entreprises de construction, les affaires qu'il a truquées pour obtenir des faveurs politiques. J'ai tout documenté en enquêtant sur le réseau criminel. La réputation de la famille Lore s'éteint avec vous ce soir, Victoria. La guerre psychologique était totale et dévastatrice. Victoria avait trahi non seulement son mari, mais tout l'héritage de sa famille. Ses choix avaient détruit tout ce qu'elle prétendait chérir. Le sort d'Angelo était encore plus définitif. Tandis que les agents fédéraux lui lisaient ses droits, la voix de Marvin rendit son jugement ultime. L'organisation Torino est finie, Angelo. Chaque membre, chaque opération, chaque source de revenus, tout cela sera prouvé devant un tribunal fédéral dans la semaine. Les familles de tous ceux que vous avez tués au fil des ans obtiendront enfin justice. Mais le chef-d'œuvre de Marvin a été révélé dans ces derniers mots aux deux personnes qui avaient comploté sa mort. Je veux que vous compreniez tous les deux très clairement une chose. J'aurais pu vous faire arrêter il y a des mois. J'aurais pu empêcher les livraisons d'armes, arrêter les meurtres, mettre fin à toute l'opération à tout moment. Au lieu de cela, je t'ai laissé continuer à planifier ma mort, car je voulais que tu révèles qui tu étais vraiment. Victoria était complètement effondrée, ses sanglots résonnant dans la chambre d'hôtel tandis que les agents fédéraux se préparaient à la transférer en détention fédérale. Tu voulais me voir mort parce que tu me croyais faible, conclut Marvin. Au lieu de cela, ta faiblesse vous a détruit tous les deux. Souviens-toi qu'au cours des 25 années qui ont suivi dans une prison fédérale, les transmissions se sont coupées, laissant Angelo et Victoria seuls avec les conséquences d'avoir sous-estimé l'homme le plus dangereux qu'ils aient jamais rencontré. Depuis son centre de commandement, Marvin commença à transmettre 18 mois de preuves au siège d'Interpol, observant l'une des organisations criminelles les plus prospères de la côte et se faire systématiquement détruire par les informations qu'il avait recueillies en se faisant passer pour un vétéran brisé. La trahison était terminée. Justice avait été rendue et tous ceux qui l'avaient trahi passeraient le reste de leur vie à comprendre le prix de leurs erreurs. Chapitre 9. Le prix de la trahison. 6 mois plus tard, Marvin Ramsey siégeait dans la galerie des témoins du tribunal fédéral de district. Regardez Victoria accepter une négociation de peine qui l'enverrait en prison fédérale pour 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Elle paraissait petite et brisée dans sa combinaison orange, l'ombre de la femme sur d'elle qui avait planifié son meurtre avec une cruauté désinvolte. Angelo Deni avait eu moins de chance. Refusant de coopérer avec les procureurs fédéraux,
il avait été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation, dont complot en vue de commettre un meurtre, trafic d'armes et activités criminelles organisées. Sa peine, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle à l'ADX Florence, la prison fédérale de haute sécurité réservée aux criminels les plus dangereux. Dom Torino et les derniers dirigeants de son organisation criminelle avaient été systématiquement anéantis par les preuves fournies par Marvin. Certains étaient morts, tués par des rivaux qui avaient profité du chaos de l'enquête fédérale pour régler leurs comptes. D'autres étaient en détention fédérale, risquant des peines qui les maintiendraient en prison jusqu'à leur mort. Kenny Venuela et son équipe avaient accepté la protection des témoins en échange de leurs témoignages. Leurs informations avaient contribué au démantèlement non seulement de l'organisation Torino, mais aussi de 3 autres réseaux criminels qui opéraient dans la région. Ils passeraient le reste de leur vie cachés, mais ils la passeraient vivants. Le juge Alfred leur était décédé d'une crise cardiaque 2 semaines après son arrestation pour corruption. Le stress de l'humiliation publique, l'effondrement de la réputation de sa famille et la certitude d'une prison fédérale avaient été trop lourds pour un homme qui avait passé sa carrière à se croire au-dessus des lois. L'inspecteur Réchamp avait été promu lieutenant après que son rôle dans l'enquête eût été rendu public. La communauté de banlieue qui avait vu Marvin comme un vétéran brisé comprenait désormais qu'elle avait vécu aux côtés de l'un des agents des forces de l'ordre les plus efficaces au monde. Mais pour Marvin, assis dans cette salle d'audience, la victoire semblait creuse. Il avait réussi sa mission, détruit une organisation criminelle et rendu justice à ceux qui l'avaient trahi. Il avait également perdu tout ce qui avait justifié le maintien de son identité secrète. La maison de banlieue était désormais vide, trop chargée de souvenirs de tromperie et de trahison pour qu'il puisse continuer à y vivre. Son mariage était terminé, non seulement juridiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. La femme qu'il avait aimée s'était révélée capable de planifier sa mort pour de l'argent et des émotions fortes. Alors qu'on emmenait Victoria, les fers aux pieds, elle le regarda une fois. Dans ses yeux, Marvin ne l'eut ni remords ni compréhension, mais du ressentiment. Même maintenant, même face à 15 ans de prison fédérale, elle le tenait responsable des conséquences de ses choix. L'agent Bill Howard s'approcha tandis que la salle d'audience se vidait. Excellent travail, Ramsey. Le réseau Torino est complètement démantelé et nous avons démantelé 3 organisations associées. Le commandement veut savoir si vous êtes prêt pour votre prochaine mission. Marvin réfléchit à la question. Il avait 42 ans, avait passé 15 ans de sa vie à infiltrer des organisations criminelles et venait de voir son mariage s'effondrer de la manière la plus publique et la plus douloureuse qui soit. Que avais-tu en tête? Un réseau de trafic d'êtres humains opérant entre l'Asie du Sud-Est et le Nord-Ouest Pacifique. Une couverture complète nécessiterait de se faire passer pour un homme d'affaires à l'éthique douteuse. Durée estimée, 2 à 3 ans. C'était le même genre de mission qui avait défini la carrière de Marvin, l'infiltration à long terme de criminels dangereux, des mois, voire des années, à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le risque constant d'être découvert et tué, le genre de travail qui avait fait de lui l'un des agents les plus précieux d'Interpol. C'était aussi le genre de travail qui lui avait coûté son mariage, l'avait isolé des relations humaines normales et l'avait transformé en quelqu'un capable de détruire systématiquement ceux qui l'avaient trahi. Je prends, dit finalement Marvin. Howard acquiesça d'un signe de tête approbateur. De nouveaux documents d'identité seront prêts dans la semaine. Nous commencerons par établir vos références professionnelles à Seattle, puis nous nous efforcerons de prendre contact avec le réseau de trafic. Alors qu'ils sortaient ensemble du palais de justice, Marvin aperçut un reportage à la télévision du hall. Le présentateur parlait des procès de Turin et de leur impact sur le crime organisé dans la région. L'enquête menée par l'agent infiltré d'Interpol Marvin Ramsey avait abouti à l'arrestation de plus de 50 personnes et à la saisie de millions de dollars d'armes et de stupéfiants illégaux. Le présentateur rapportait que les 3 années d'infiltration de Ramsey dans le réseau criminel avaient été décrites par les procureurs comme l'une des opérations d'infiltration les plus réussies de l'histoire des forces de l'ordre fédéral. Le reportage comprenait une brève interview de l'un des procureurs fédéraux, qui saluait le dévouement et le professionnalisme de Marvin, tout en soulignant que l'affaire avait exigé un sacrifice personnel extraordinaire de la part de l'agent impliqué. Marvin sourit sombrement à cet euphémisme. Sacrifice personnel extraordinaire, était une façon polie de dire que sa femme avait tenté de le faire assassiner. Son mariage avait été révélé comme une fraude totale, et il avait été contraint de détruire tous ceux qui lui étaient chers pour protéger sa propre vie. Mais en quittant le palais de justice, Marvin ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'impatience. L'opération Torino était terminée. Victoria et Angelo payaient le prix de leur trahison,
et il avait de nouvelles cibles à traquer. Quelque part dans le nord-ouest Pacifique, des trafiquants d'êtres humains opéraient avec la même arrogance et le même sentiment d'invulnérabilité qui avait rendu l'organisation Torino si dangereuse. Ils se croyaient intouchables, hors de portée des forces de l'ordre, protégés par la distance et une sécurité opérationnelle rigoureuse. Ils ignoraient que l'agent le plus dangereux d'Interpol préparait déjà leur destruction. Marvin Ramsey avait appris une leçon importante au cours de l'année écoulée. La trahison était une voie à double sens. Victoria et Angelo l'avaient trahi et avaient payé de leur liberté et de leur vie. L'organisation de Turin avait trahi ses victimes et avait payé de leur destruction totale. Il était désormais temps pour un nouveau groupe de criminels de comprendre ce qui se passait lorsqu'ils sous-estimaient l'homme qui les traquait. Le vétéran brisé avait disparu à jamais. Mais à sa place se tenait quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui comprenait que la clémence était un luxe réservé à ceux qui la méritaient. Et d'après l'expérience de Marvin, les trafiquants de misère humaine méritaient bien autre chose que la clémence. Ils méritaient justice, et il était très doué pour la rendre. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Qu'il se trouvait dans la ligne de mire de l'un des hommes les plus dangereux du monde. Il commença à rassembler les dossiers de chaque membre de la famille de Victoria, de chaque ami qu'elle avait mentionné, de chaque lien d'Angelo au sein de l'organisation Torino. S'il voulait jouer avec sa vie, il leur montrerait à quoi ressemblaient les véritables conséquences. Le tremblant et pathétique Marvin Ramsey était sur le point de mourir. Ce qui renaîtrait de ses cendres serait bien plus terrifiant. Chapitre 2. Les titans du web. L'inspecteur Réchamp avait vu suffisamment de conflits domestiques pour en repérer les signes à des kilomètres. Mais quelque chose chez les Ramsey semblait différent. Il avait répondu à la plainte d'un voisin concernant des cris. Madame Marguerite Patterson, la voisine d'un accent grave côté, avait appelé pour s'inquiéter d'une nouvelle crise du pauvre Marvin. À son arrivée, il trouva Marvin Ramsey assis sur son porche, la tête entre les mains, ressemblant en tout point au vétéran brisé que tout le monde croyait en lui. Victoria se tenait sur le seuil, son expression, un masque parfait de patiente souffrante, teinté de gêne. « Je suis désolé que vous ayez dû venir ici », dit l'inspectrice Victoria, sa voix portant juste ce qu'il fallait d'épuisement. Marvin a passé une mauvaise nuit. Les cauchemars s'aggravent. Ray hocha la tête avec compassion. Il avait vu cela d'innombrables fois. Des hommes braves, brisés par la guerre. Leurs familles qui luttent pour s'en sortir. Monsieur Ramsey, vous allez bien? Marvin leva les yeux creux, sa voix à peine murmurée. Parfois, j'oublie où je suis. Les rêves semblent si réels. Ce que Ray ne pouvait pas voir, c'était la minuscule lentille de la caméra encastrée dans l'alliance de Marvin, qui enregistrait la performance de Victoria. Chaque mot, chaque geste calculé était enregistré pour le dossier complet que Marvin était en train de constituer. Après le départ de Ray, le masque de Victoria tomba complètement. « Vous êtes pathétique », siffla-t-elle. « Regardez-vous. Les voisins vous prennent pour un fou, et ils n'ont pas tort. » Marvin laissa ses épaules s'affaisser davantage. « Je n'y peux rien, Vicky. » L'agent des anciens combattants dit, « Je ne veux pas entendre parler de l'agent des anciens combattants. » Sa voix s'est brisée comme un fouet. « Je veux savoir quand tu cesseras d'être un fardeau et contribueras réellement à ce mariage. » Plus tard dans la soirée, alors que Victoria était à son club de lecture, Marvin accéda aux communications internes de la famille Torino par des portes dérobées qu'il avait installées des mois plus tôt. Ce qu'il découvrit le glaça. Angelo n'avait pas seulement recruté Victoria. Il l'utilisait pour recueillir des renseignements sur les pratiques policières dans leur banlieue. Les Torino ne planifiaient pas seulement le meurtre de Marvin. Ils prévoyaient d'utiliser sa mort comme couverture pour une opération bien plus vaste. Son suicide coïnciderait avec le passage d'une importante cargaison d'armes dans leur banlieue tranquille, profitant de la diversion du suicide tragique d'un vétéran pour échapper à l'attention de la police. Le téléphone crypté de Marvin vibra, avec une mise à jour de l'agent Howard. Les renseignements suggèrent que l'opération Torino implique des armes militaires volées. Votre femme leur a peut-être fourni les horaires de sécurité et les itinéraires des patrouilles. La trahison fut plus profonde que Marvin ne l'aurait imaginé. Victoria ne se contentait pas de tromper. Elle mettait activement des vies en danger. Tout cela pour la promesse d'argent et d'excitation avec un homme qui ne la voyait que comme un instrument. Il activa son système de surveillance et observa les images en direct de l'hôtel où Victoria et Angelo se rencontraient. La caméra capta des bribes de leur conversation à travers les cloisons fines.
Dans 2 jours, lorsque la cargaison arrivera, la voix d'Angelo résonna clairement dans l'appareil caché dans le sac à main de Victoria. La mort de votre mari fera la une des journaux. Occupez les flics pendant que nous transportons la marchandise. Le rire de Victoria était froid et calculateur. Marvin ne le verra même pas venir. Il me fait entièrement confiance. Il me prend toujours pour son épouse aimante. Et après, demanda Angelo. Tu es prêt à disparaître avec moi? Je suis prêt depuis des mois. J'ai déjà transféré ce que je pouvais de nos comptes joints. Une fois l'assurance indemnisée, nous aurons de quoi repartir à zéro où bon nous semble. Marvin ferma les yeux, sentant les derniers vestiges de l'homme qu'il avait épousé s'effondrer. Victoria ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait systématiquement démantelé leur vie commune, volé leurs économies, se préparant à tirer profit de sa mort. Il avait ouvert un nouveau canal de communication, celui-là, avec des contacts extérieurs aux canaux officiels d'Interpol. Durant ces années d'infiltration, Marvin avait cultivé des relations avec des personnes opérant dans les zones grises du maintien de l'ordre international. D'anciens agents passés au privé, des courtiers en renseignement vendant des informations aux plus offrants, des mercenaires gérant des problèmes impossibles à résoudre par les voies officielles. En 1 heure, il disposait des profils psychologiques détaillés de Victoria et d'Angelo, détaillant leurs peurs les plus profondes, leurs liens familiaux et leurs vulnérabilités. Le père de Victoria, le juge Alfred Lore, acceptait des pots de vin d'entreprise de construction depuis des années. Des informations qui auraient pu ruiner sa carrière et le conduire en prison. La sœur cadette d'Angelo, Denny, institutrice de maternelle, ignorait tout des activités criminelles de son frère. Mais Marvin ne s'intéressait pas à la dénonciation de la corruption ni à la menace de l'innocence. Il s'intéressait à quelque chose de bien plus chirurgical, de bien plus personnel. Il accéda au téléphone de Victoria à distance, ce qu'il était capable de faire depuis des mois, mais qu'il n'avait jamais fait par respect pour sa vie privée. Ce qu'il découvrit dans ses messages et ses photos dressa le portrait d'une femme qui préparait sa mort depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Capture d'écran de leur police d'assurance, photos de leur système de sécurité, messages à Angelo détaillant le quotidien de Marvin, ses rendez-vous médicaux, ses séances de thérapie. Elle menait des reconnaissances sur son propre mari depuis des mois, le traitant comme une cible à éliminer. Le dernier message de la discussion fit serrer les poings de Marvin. Il trouva ses états de service au sous-sol. Il s'avère que mon mari brisé était un véritable héros autrefois. Dommage que le syndrome de stress post-traumatique l'ait brisé à ce point. Cela rend son suicide éventuel encore plus crédible. La réponse d'Angelo. Les héros meurent aussi facilement que les lâches. Plus facilement. Parfois, ils ne s'attendent pas à une trahison de la part de l'arrière. Marvin se renfonça dans son fauteuil, sentant une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Il pensait le connaître. Il pensait comprendre à quoi ils avaient affaire. Ils ignoraient que les dossiers militaires découverts par Victoria servaient de couverture à sa couverture, affirmant que le véritable Marvin Ramsey n'avait jamais souffert de SSPT, car il n'avait jamais été un vétéran traumatisé. Il était bien plus dangereux, un tueur professionnel qui avait passé 15 ans à perfectionner l'art de faire disparaître les gens. Son téléphone vibra, un autre message de l'agent Howard, les renseignements par satellite confirment l'arrivée d'une importante cargaison d'armes par train de marchandises demain soir. Recommandez une extraction immédiate. Marvin fixa le message un long moment, puis le supprima sans répondre. Il n'extrairait pas. Il terminerait ce que Victoria et Angelo avaient commencé. Il consulta les plans du Grand View Hotel et commença à planifier. Victoria se croyait si intelligente, retrouvant son amant dans la même chambre chaque semaine, persuadée que son mari pathétique était trop brisé pour remarquer ses habitudes. Demain soir, tandis que Victoria et Angelo célébreraient les derniers détails de leur plan pour l'assassiner, Marvin leur rappellerait à tous deux que sous-estimer l'ennemi était l'erreur la plus fatale. La loi sur les vétérans brisés avait rempli son rôle. Il était temps pour Marvin Ramsey de montrer à sa femme et à son amant qui ils avaient choisi de trahir. Chapitre 3. La patience du chasseur. Le système de sécurité de l'hôtel Grandview avait été installé par Tabitha Smith Security Solutions 3 ans plus tôt, et Marvin en étudiait les vulnérabilités depuis des mois. Chaque angle de caméra, chaque angle mort, chaque serrure électronique, il les connaissait mieux que le chef de la sécurité de l'hôtel. À 19h47, la voiture de Victoria entra sur le parking de l'hôtel. Marvin observait depuis sa camionnette, positionnée à 3 pâtés de maison, avec une vue dégagée grâce à ses puissants optiques. Elle avait 15 minutes d'avance ce soir-là,
probablement impatiente de finaliser les détails de son meurtre. Angelo Deni arriva 12 minutes plus tard, au volant de son escalade noire habituelle aux vitres teintées. Marvin avait suivi le GPS du véhicule pendant des semaines. Il avait été utilisé lors de 2 accidents précédents impliquant des personnes ayant croisé la famille Torino. Grâce à son équipement de surveillance, Marvin écoutait tandis qu'il s'installait dans la chambre 412. La qualité audio était impeccable. Victoria ignorait totalement que le coûteux collier qu'Angelo lui avait offert 2 mois plus tôt contenait un dispositif d'écoute plus sophistiqué que tout ce que possédaient les forces de l'ordre local. « Tout est prêt pour demain soir », dit Angelo, sa voix empreinte de la confiance désinvolte d'un homme qui a déjà tué 2 des meilleurs hommes de Dom. Ils vont faire croire à une invasion de domicile qui a mal tourné. Votre mari essaie de jouer les héros. Se fait tirer dessus pour ses ennuis. Le rire de Victoria était sec. Excité. Enfin. Je ne supporte pas de faire semblant de me soucier de ces cauchemars pathétiques et de ces séances de thérapie. Et les voisins? Quelqu'un susceptible d'interférer? Madame Patterson pourrait appeler la police si elle entend des coups de feu, mais il sera alors trop tard. L'inspecteur Shaw pense déjà que Marvin est instable. Il supposera probablement que le syndrome de stress post-traumatique l'a finalement poussé au suicide par la police. Marvin serra les mâchoires. Ils avaient pensé à tout, même à manipuler les personnes qui se souciaient sincèrement de son bien-être. Victoria l'avait étudié, lui aussi, mais aussi tous les membres de leur entourage, cherchant des moyens de rendre sa mort inévitable. Et l'assurance. Angelo avait réclamé 500 000 $ de sa police d'assurance militaire, plus 200 $ de notre assurance habitation. J'avais veillé à augmenter la couverture il y a 6 mois. J'avais dit à l'agent que je m'inquiétais de l'état mental de Marvin. Je voulais être sûr d'être prise en charge si quelque chose arrivait. Tu es intelligente. C'est pour ça que je t'ai choisi. Leur conversation se poursuivit, devenant plus intime, plus crue dans leur dénigrement de la vie de Marvin et de leur projet de dépenser l'argent de son assurance. Victoria décrivit avec force détail comment elle jouerait la veuve endeuillée. Comment elle exploiterait la sympathie de la communauté jusqu'au dernier dollar avant de disparaître pour commencer sa nouvelle vie avec Angelo. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marvin avait déjà 3 longueurs d'avance sur leur plan. Cet après-midi-là, il avait passé plusieurs coups de fil stratégiques. La première était adressée au juge Alfred Lore, le père de Victoria, qui avait été surpris d'avoir des nouvelles de son gendre pour la première fois depuis des mois. « Monsieur le juge, je voulais vous parler d'un sujet sensible », avait dit Marvin, la voix empreinte d'inquiétude et de confusion. « Victoria se comporte bizarrement ces derniers temps, et j'ai trouvé des papiers. Je pense qu'elle a peut-être des ennuis. » Le juge était resté sceptique jusqu'à ce que Marvin mentionne la découverte de relevés bancaires attestant d'importants retraits d'espèces, des rencontres avec des personnes douteuses et l'intérêt soudain de Victoria pour leur police d'assurance. En tant que procureur de carrière, Alfred leur reconnaissait les signes avant-coureurs d'une implication criminelle. Je ne veux pas y croire non plus, monsieur le juge, mais si quelqu'un faisait pression sur elle? Et si elle avait été mêlée à des personnes dangereuses qui l'utilisaient? C'était une manipulation magistrale. Plutôt que d'accuser Victoria directement, Marvin s'était présenté comme le mari inquiet qui craignait que sa femme soit victime. Le juge leur avait promis d'enquêter discrètement. Le deuxième appel avait été adressé à l'inspecteur Recha, qui signalait une activité suspecte dans leur quartier. Marvin avait mentionné avoir vu la même escalade noire garée dans des rues différentes. Toujours à des moments où il savait qu'Angelo surveillait leur domicile. Je sais que j'ai l'air paranoïaque, mais avec tout ce qui se passe dans ma tête, je veux juste m'assurer que Victoria est en sécurité. Shaw avait pris le rapport au sérieux, promettant des patrouilles accrues dans leur secteur. Ce qu'il ignorait, c'est que Marvin lui avait fourni le numéro de plaque d'immatriculation d'Angelo et une description parfaite des moments où l'agent de Torino serait le plus vulnérable aux observations policières. Le troisième appel avait été le plus important pour son responsable à Interpol, mais pas le message que l'agent Howard attendait pour la livraison d'armes demain soir. J'ai besoin que vous retardiez l'interception d'exactement 4 heures, avait demandé Marvin. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Ramsay. On ne peut pas compromettre une opération pour des raisons personnelles. Ce n'est pas personnel. C'est stratégique. Laissez-les déplacer les armes vers leur emplacement secondaire. Je fournirai des renseignements en temps réel sur l'ensemble de la hiérarchie du réseau de Torino. Un retard d'une nuit vous donne accès à toute l'organisation au lieu d'une seule livraison. C'était un mensonge, mais convaincant.
Howard avait accepté le report à contre-cœur, ignorant que Marvin avait besoin de ces 4 heures pour régler ses affaires personnelles avant que le réseau criminel ne s'effondre. Maintenant, en écoutant Victoria et Angelo planifier son meurtre dans les moindres détails, Marvin sentit le dernier lien affectif avec sa femme se rompre. Elle n'était pas la victime de manipulation criminelle. Elle était une participante enthousiaste, complice consentante de meurtre, qui avait activement contribué à planifier sa mort. Son téléphone crypté vibra, un message d'un de ses contacts du marché noir. Les colis étaient livrés comme demandé, intraçables, comme convenu. Marvin sourit froidement. Les colis étaient de petits engins explosifs, de qualité militaire, mais conçus pour ressembler à des incendies électriques. L'un était maintenant caché dans l'escalade d'Angelo, un autre dans le panneau électrique de la chambre d'hôtel, et un troisième dans la voiture de Victoria. Pas assez pour tuer. La vengeance de Marvin serait bien plus créative qu'un simple assassinat, mais suffisante pour les piéger le moment venu. Grâce à son équipement de surveillance, il observait Victoria et Angelo célébrer leur projet avec du champagne coûteux. Ils étaient fous d'impatience, dépensant déjà l'argent de l'assurance de Marvin dans leur imagination. Demain soir, nous serons libres, dit Victoria en levant son verre. Plus besoin de faire semblant de se soucier de cette coquille brisée d'homme. À un nouveau départ, Angelo trinqua, et à ne plus jamais avoir à lire la peur dans les yeux de quelqu'un. L'expression de Marvin devint d'un calme mortel. Le lendemain soir, Angelo Denny comprendrait exactement à quoi ressemblait la peur. La vraie peur, celle qui naît de la prise de conscience d'une erreur de jugement fatale. Victoria apprendrait ce que signifiait réellement la trahison lorsque la personne sous-estimée tenait votre vie entre ses mains. Et toute la famille mafieuse Torino découvrirait qu'elle s'était trompée d'homme en décidant d'utiliser sa mort comme couverture pour ses opérations. Le vétéran brisé avait rempli son rôle. Le lendemain soir, Marvin Ramsey rappellerait à tous les intéressés pourquoi Interpol le considérait comme leur agent le plus dangereux. Sa femme et son amant ignoraient qu'ils avaient déjà perdu. Ils n'étaient simplement pas encore morts. Chapitre 4. Le coup monté. Le matin de ce qui était censé être son dernier jour en vie. Marvin Ramsey accomplit son dernier acte de vétéran brisé avec une précision digne d'un Oscar. Il trébucha pendant son petit déjeuner, renversa du café sur lui et s'excusa auprès de Victoria avec un désespoir pathétique qui la fit visiblement reculer. « J'ai encore fait un cauchemar où tu me quittais », murmura-t-il, laissant sa voix se briser. « S'il te plaît, Vicky, je sais que je suis brisé, mais ne nous abandonne pas. » La réponse de Victoria était un véritable exemple de cruauté, enveloppée d'une fausse inquiétude. « Oh, Marvin, tu sais que je ne te quitterai jamais. On s'est fait des vœux, tu te souviens ? Dans la maladie comme dans la santé. » Si elle avait regardé de plus près, elle aurait peut-être remarqué le petit sourire qui jouait au coin de ses lèvres. Mais Victoria avait cessé de le voir depuis des mois. Il n'était qu'un obstacle à éliminer, pas une personne à comprendre. Après son départ pour ce qu'elle croyait être son dernier jour à se faire passer pour sa femme, Marvin s'est complètement débarrassé de son image abîmée. Sa posture s'est redressée, ses mains ont cessé de trembler et son regard s'est aiguisé d'une précision mortelle. Aujourd'hui, il allait préparer le terrain pour la plus vaste opération de vengeance de sa carrière. Sa première étape fut les bureaux de Henley & Associates, l'agence d'assurance de Victoria. Stella Herbert, l'agente qui avait géré les augmentations de leur police, fut surprise de le voir aussi alerte et concentré. « Monsieur Ramsey, vous avez bonne mine, vous avez bien meilleure mine que lorsque je vous ai vu le mois dernier. »« J'ai passé de bonnes journées ces derniers temps, » répondit Marvin avec un sourire triste. « La lucidité, vous savez, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Je voulais apporter quelques modifications à nos politiques. » S'ensuivit une conversation soigneusement orchestrée au cours de laquelle Marvin révéla ses soupçons grandissants sur le comportement de Victoria. Il mentionna des retraits d'espèces inexpliqués, des appels téléphoniques mystérieux et son intérêt soudain pour leur couverture d'assurance. « J'aime ma femme, mademoiselle Herbert, mais quelque chose ne va pas. J'ai peur qu'elle ait des ennuis, ou pire, que quelqu'un la pousse à commettre un acte dangereux. » À son départ, Stella Herbert avait accepté de signaler toute tentative de Victoria de modifier davantage ses politiques et avait promis de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Plus important encore, elle avait consigné les inquiétudes de Marvin dans ses dossiers officiels, créant ainsi une trace écrite qui aurait eu un impact dévastateur sur la crédibilité de Victoria s'il lui arrivait quelque chose. Son deuxième arrêt fut la banque où ils détenaient leur compte joint. La directrice, Bonnie West,
les connaissait depuis des années et fut choqué lorsque Marvin présenta la preuve du vol systématique de leurs économies par Victoria. Elle retire d'importantes sommes d'argent depuis des mois, expliqua Marvin, la voix lourde d'une fausse perplexité. Toujours lors de mes rendez-vous chez le thérapeute ou chez le médecin. Je pensais qu'elle avait peut-être des problèmes financiers et qu'elle était trop fière pour me le dire. Les images de sécurité de la banque racontaient une autre histoire. Les retraits de Victoria n'étaient ni désespérés ni secrets. Ils étaient confiants, calculés, et toujours suivis de rendez-vous avec Angelo Denny sur le parking de la banque. Bonnie accepta de geler tout retrait ultérieur de leur compte joint jusqu'à la présence des deux titulaires. Mais le coup de maître de Marvin survint lors de sa troisième étape, le cabinet de Philippe Beck, l'un des avocats spécialisés en droit successoral les plus respectés de la ville. Beck avait traité des dossiers juridiques pour plusieurs familles importantes et était réputé pour sa discrétion. Et sa rigueur. Monsieur Beck, je dois apporter quelques modifications à mon testament, commença Marvin en s'installant dans le fauteuil en cuir face à l'imposant bureau en chêne de l'avocat. J'ai récemment trouvé un peu de clarté sur ma vie, mon mariage et ce qui compte vraiment. S'ensuivit une séance de 2 heures au cours de laquelle Marvin rédigea un nouveau testament qui ne laisserait pratiquement rien à Victoria tout en établissant une fiducie caritative complète pour les services de santé mentale des anciens combattants. Mais le véritable objectif du document n'était pas financier. C'était un témoignage. Je veux y inclure une déclaration personnelle, dit Marvin. Quelque chose qui explique mon raisonnement au cas où il m'arriverait quelque chose. La déclaration que Beck l'avait aidé à rédiger était dévastatrice par ses détails discrets. Elle documentait les violences psychologiques subies par Victoria, le vol systématique de leurs économies, sa liaison avec Angelo Denny et la crainte croissante de Marvin d'être impliqué avec des personnes dangereuses. Plus grave encore, elle incluait ses soupçons que Victoria pourrait vouloir lui faire du mal. J'espère me tromper. La déclaration concluait ainsi, j'espère que la femme que j'ai épousée est toujours quelque part dans l'étrange qu'est devenue ma femme. Mais s'il m'arrive quelque chose, si je meurs dans des circonstances suspectes, sachez que j'aimais suffisamment Victoria pour la protéger d'elle-même, même lorsqu'elle n'a pas pu protéger notre mariage de ses choix. Beck était visiblement ému par le document. En tant qu'avocat spécialisé en droit de la famille, il avait vu son lot de ruptures conjugales. Mais le mélange d'amour, de tristesse et de peur grandissante de Marvin était particulièrement convaincant. Monsieur Ramsay, si vous êtes vraiment inquiet pour votre sécurité, vous devriez peut-être parler à la police. Avec quelle preuve, répondit Marvin, impuissant. Ma femme a une liaison, et je pense que son petit ami pourrait être dangereux. Tous les flics de la ville lèveraient les yeux au ciel et me diraient d'engager un avocat spécialisé en divorce. Lorsque Marvin quitta le bureau de Beck, l'avocat était convaincu d'avoir assisté à la tentative désespérée d'un homme bon de se protéger d'une épouse qui avait perdu le sens moral. Le testament et la déclaration qui l'accompagnaient furent scellés et placés dans le coffre du cabinet, mais Beck avait promis d'en remettre des copies à la police et au parquet s'il arrivait quelque chose à Marvin. Ces derniers préparatifs furent des plus personnels. Marvin rentra chez lui et passa l'après-midi à rédiger ce qui semblait être une lettre de suicide, mais qui était en réalité une confession détaillée de sa véritable identité et de sa mission. La lettre adressée à l'agent Howard exposait toute l'opération de Turin, fournissait des preuves du complot d'assassinat de Victoria et Angelo, et demandait que sa mort soit considérée comme un homicide plutôt que comme un suicide. Mais contrairement à un véritable suicide, remarque, celui-ci comprenait des instructions spécifiques pour accéder à son équipement de surveillance, à ses dossiers de renseignement et aux preuves qu'il avait rassemblées contre l'ensemble du réseau criminel. Si Victoria et Angelo parvenaient à le tuer, il fournirait à Interpol tout le nécessaire pour détruire définitivement la famille Torino. À l'approche du soir, Marvin passa un dernier appel à son contact du marché de Grey. Les paquets dont nous avons parlé, j'ai besoin qu'ils soient activés à distance ce soir. Pouvez-vous les programmer pour une détonation séquentielle sur mon signal? La réponse fut immédiate. Confirmé. Vous aurez le contrôle total via l'application cryptée que nous avons installée. N'oubliez pas, ces paquets sont conçus pour contenir, pas éliminer. Compris. Je les veux vivants pour la suite. À 18h30, Victoria rentra chez elle pour ce qu'elle croyait être la dernière fois. Elle parcourut la maison avec une excitation à peine contenue, emportant de petits objets ayant une valeur sentimentale, des photos de famille, des bijoux que sa grand-mère lui avait légués, tout ce qui ne pouvait être facilement remplacé. Marvin l'observait depuis la cuisine, conservant son air de vétéran déchu tout en notant intérieurement chaque objet qu'elle priorisait. Même maintenant, même quelques heures avant son meurtre, Victoria ne pensait qu'à elle,
sauvant ce qu'elle désirait de leur vie commune avant de le voir mourir. « Tu as l'air différent ce soir, dit-il doucement. Je suis excité par quelque chose. » Le sourire de Victoria était radieux et complètement faux. « J'ai juste hâte d'aller au club de lecture. On discute d'une histoire vraiment intéressante ce soir. Une histoire sur les nouveaux départs et les fins heureuses. » « Ça a l'air sympa, » répondit Marvin. « J'espère que tu auras la fin que tu mérites. » Victoria l'embrassa sur la joue, le baiser de Judas, tendre et venimeux. « Ne m'attends pas, chérie. Ce soir, il va être très tard. » Alors que sa voiture quittait l'allée, Marvin activa une dernière fois son réseau de surveillance. Toutes les caméras, tous les dispositifs d'écoute, toutes les balises de localisation qu'il avait installées au cours des mois de préparation furent activées simultanément. Ce soir-là, Victoria et Angelo allaient découvrir qu'ils avaient passé des mois à planifier le meurtre de l'un des hommes les plus dangereux du monde. Ce soir-là, ils avaient appris que le vétéran brisé observait, écoutait et se préparait à ce moment depuis le jour où il l'avait trahi. Ce soir-là, la traque allait enfin commencer. Chapitre 5, le piège jaillit. À 21h47, deux berlines noires s'engagèrent dans l'allée derrière la maison de Marvin, leurs phares perçant l'obscurité tels des yeux de prédateurs. Grâce à son équipement de vision nocturne, Marvin vit 4 hommes sortir des véhicules, leurs mouvements professionnels et coordonnés. Ce n'étaient pas des voyous. C'étaient des tueurs expérimentés, du genre que la famille Torino employait pour ses missions les plus sensibles. Le chef d'équipe, un homme que Marvin reconnut sur les photos de surveillance comme étant Kenny. Venu là, l'un des hommes de main les plus fiables de Dom Torino, a parlé à voix basse dans une radio. Le paquet est sombre. La cible devrait être seule. Se mettant en position, Marvin sourit sombrement. Victoria avait parfaitement fait son travail, fournissant à Angelo des informations détaillées sur l'aménagement de la maison, les vulnérabilités des systèmes de sécurité et les routines nocturnes de Marvin. Elle avait même désactivé les capteurs de mouvement dans le jardin plus tôt dans la matinée, ouvrant ainsi la voie au tueur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Marvin la regardait désactiver son système de sécurité. Ce que les tueurs ne savaient pas, c'est qu'il entrait dans une zone de mise à mort soigneusement préparée. De sa position dans le coffre-fort spécialement renforcé qu'il avait construit au sous-sol. Une pièce que Victoria n'avait jamais découverte malgré le fait qu'elle vivait dans la maison depuis 3 ans. Marvin avait un contrôle total sur tous les systèmes du bâtiment. Les lumières, les serrures, les conduites de gaz et même la pression de l'eau. Tout était connecté à son centre de commandement. Grâce à sa surveillance audio, il pouvait entendre Victoria et Angelo au Grand View Hotel célébrer leur victoire avec du champagne et des blagues grossières sur son imminente victoire. La mort. À présent, ils sont à l'intérieur. Disait Angelo, sa voix pleine d'alcool et d'anticipation. Votre mari supplie probablement pour sa vie. Le rire de Victoria était vif et impitoyable. J'en doute. Marvin est trop brisé pour riposter. Il les remerciera probablement d'avoir mis fin à son malheur. L'expression de Marvin se durcit alors qu'il activait la première phase de son plan. Toutes les portes extérieures de la maison se sont soudainement fermées simultanément. Leurs serrures électroniques s'enclenchent avec un clic fort et menaçant. Les tueurs qui venaient d'entrer par la porte de la cuisine que Victoria leur avait laissée ouverte. Ils se sont retrouvés coincés à l'intérieur. La voix de Kenny Valuela crépitait à la radio. Plus professionnel, mais légèrement inquiet. Les portes sont verrouillées. Système électronique. Cela ne faisait pas partie du briefing. La réponse de leur équipe de secours a été immédiate. Roger ça. J'essaie de passer outre d'ici, mais il n'y aurait pas de contournement. Marvin avait conçu le système lui-même avec des redondances et des sauvegardes qui prendraient des heures à une équipe d'experts pour les résoudre. Les tueurs avaient des minutes, pas des heures, avant que le véritable piège ne commence. La phase 2 s'est activée lorsque Kenny et son équipe ont atteint le salon où ils s'attendaient à trouver Marvin recroquevillé dans son fauteuil préféré. Au lieu de cela, ils ont trouvé une maison qui ne leur plaisait pas d'une manière qu'ils ne pouvaient pas identifier immédiatement. L'air était trop calme, les ombres trop profondes et le silence avaient une connotation menaçante qui incitait les tueurs expérimentés à vérifier à 2 reprises leurs armes. Les cibles ne sont pas dans la pièce principale, rapporta Kenny. En se déplaçant vers la chambre à travers des haut-parleurs cachés dans toute la maison, la voix de Marvin a soudainement rempli l'air, mais pas la voix tremblante et pathétique que Victoria connaissait. C'était la voix d'un homme qui avait passé 15 ans à traquer les criminels les plus dangereux du monde. Messieurs, bienvenue chez moi.
J'espère qu'Angelo Denny vous a bien informé sur la cible que vous êtes ici pour éliminer. Les 4 tueurs se figèrent, armes au poing, tentant de localiser la source de la voix. Les yeux de Kenny se tournèrent vers les caméras de sécurité qu'il avait remarquées plus tôt, réalisant trop tard qu'elles n'enregistraient pas seulement, mais qu'elles regardaient. « Qui diable es-tu » Kenny a crié aux plus proches caméras. « Je suis le vétéran brisé que vous êtes venu ici pour assassiner », répondit Marvin, d'un ton conversationnel, mais avec une nuance d'acier. La carapace pathétique d'un homme qui ne pouvait pas constituer une menace pour des professionnels expérimentés comme vous. Grâce à son flux de surveillance, Marvin a vu la confusion des hommes se transformer en inquiétude croissante. On leur avait dit que ce serait une tâche simple. Tuer un vétéran mentalement instable, faites croire qu'une invasion de domicile a mal tourné, récupérez son paiement et disparaissez. Il y a eu une erreur, cria Kenny, d'une voix ferme, mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Nous sommes juste là pour collecter de l'argent. Votre femme doit quelque chose à notre patron. Personne n'a besoin de se blesser. Le rire de Marvin était froid et complètement dénué d'humour. Votre femme doit de l'argent à notre patron. C'est ton histoire? Kenny Venuela, 37 ans. 2 condamnations antérieures pour voies de fait graves, actuellement employé par Dominique Torino pour gérer des situations particulières. Votre équipe comprend Jimmy Sheffer, Brett Lowry et Todd Gates. Dois-je continuer ou préféreriez-vous que je lise vos antécédents criminels complets? L'effet psychologique a été immédiat et dévastateur. Les tueurs professionnels opéraient selon le principe de la supériorité informationnelle. Ils connaissaient leur cible. Leur cible ne les connaissait pas. Marvin venait de renverser complètement cette équation. Comment vas-tu? Brett Lowry commença à demander, mais Kenny l'interrompit d'un geste brusque. Peu importe la façon dont nous terminons le travail et en sortons. Mais Marvin n'en avait pas fini avec eux. Grâce au système d'interphone de la maison, il a commencé à diffuser des enregistrements de leurs conversations de la semaine dernière, des discussions détaillées sur la manière dont ils envisageaient de le tuer, les armes qu'ils utiliseraient, la manière dont ils organiseraient son corps pour que sa mort ressemble au résultat d'une invasion de domicile. Vous avez parlé d'utiliser un 38 pour comparer la balistique d'un précédent vol en banlieue. La voix de Marvin continuait sans relâche. Todd craignait de laisser des preuves, mais Kenny lui a assuré que personne n'enquêtait avec trop d'attention sur les suicides d'anciens combattants. Todd Gates, le plus jeune membre de l'équipe, tremblait visiblement maintenant. Ceci est faux. Tout cela est faux. La cible est censée être un marine brisé qui ne peut même pas fonctionner. Je n'ai jamais été un marine, dit doucement Marvin. J'ai été quelque chose de bien pire. La phase 3 a commencé avec les lumières s'éteignant complètement, plongeant la maison dans l'obscurité totale. Mais l'équipement de vision nocturne de Marvin lui a permis de voir les 4 tueurs professionnels se battre dans un environnement qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et a énervé les intrus. La maison elle-même semblait se retourner contre eux, devenant un labyrinthe d'ombres changeantes et de bruits mécaniques qu'ils ne pouvaient pas identifier. Une voix automatisée a annoncé par les haut-parleurs de la maison, mais les portes sont restées verrouillées, et maintenant les tueurs pouvaient sentir quelque chose qui pouvait être du gaz, mais qui transportait une nuance d'autre chose, quelque chose de chimique et de dangereux. L'hypothèse s'est avérée fausse. Les fenêtres. Nous sortons et nous regroupons. Mais lorsque Jimmy Sheffer a tenté de briser la fenêtre du salon avec son arme, il a découvert que Marvin avait remplacé le verre standard par des panneaux de sécurité renforcés des mois plus tôt. La fenêtre s'est fissurée mais ne s'est pas cassée, et un système d'alarme s'est immédiatement activé, remplissant la maison de sirènes assourdissantes. À travers tout cela, la voix de Marvin a continué à raconter leurs tentatives d'évasion, décrivant leurs actions avec une précision clinique tout en fournissant des détails sur leur vie personnelle qu'un vétéran brisé aurait dû impossible de connaître. Kenny, votre fille Kayla, a 16 ans et fréquente le Lincoln High School. Jimmy, ta mère Dixie vit dans la résidence service Sunset Manor. Brett, tes dettes de jeu envers la famille Torino totalisent $47 000. Todd, ta petite amie enceinte Jeannette n'est pas au courant de tes activités criminelles. La guerre psychologique a été dévastatrice. Ce n'étaient pas des faits aléatoires. Il s'agissait de points de pression, de vulnérabilités pouvant être exploitées, de familles pouvant être menacées. Le message était clair. Si un vétéran brisé pouvait apprendre ses secrets, il pourrait agir sur eux. Au Grand View Hotel, la célébration de Victoria et Angelo a été interrompue par des appels téléphoniques frénétiques de l'équipe de secours qui attendait devant la maison de Marvin. Quelque chose ne va pas.
La voix crépita dans le téléphone d'Angelo. La maison est plongée dans l'obscurité depuis 20 minutes, mais on entend des alarmes. Kenny ne répond pas à la radio. Le visage d'Angelo pâlit. C'est impossible. La cible est un vétérinaire en panne qui peut à peine fonctionner. Mais alors même qu'il disait cela, Angelo se souvenait de détails qui semblaient soudain significatifs. La connaissance précise de Marvin des tactiques militaires, son étrange capacité à paraître faible tout en étant toujours au bon endroit au bon moment, la façon dont il semblait savoir des choses sur les gens qu'il ne devrait pas savoir. Victoria, toujours au sommet de la liberté attendue, a rejeté les inquiétudes d'Angelo. Marvin a probablement eu un autre épisode et a appelé la police. Vos hommes peuvent s'occuper de quelques flics de banlieue. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, son mari démontrait à 4 tueurs professionnels pourquoi Interpol le considérait comme leur agent le plus précieux. Le piège se refermait, et tous ceux qui avaient sous-estimé le vétéran brisé étaient sur le point d'apprendre une leçon de surprise la plus meurtrière. Chapitre 6. Le chasseur révélé. À 22h23, la dernière transmission radio provenant de l'intérieur de la maison de Marvin était celle de Todd Gates criant dans son communicateur. Il n'est pas humain. Il sait tout. Il nous surveille depuis des mois. Puis silence. Angelo Denny regardait son téléphone, le teint cendré malgré l'éclairage chaleureux de la chambre d'hôtel. L'équipe de secours à l'extérieur de la maison ne signalait aucun mouvement, aucun son, aucune réponse de la part de l'équipe d'intervention composée de 4 hommes qui auraient dû terminer leur travail et être partis maintenant. Appel d'homme. Angelo ordonna à son lieutenant. Quelque chose ne va pas. Victoria commençait enfin à comprendre que leur plan parfait était en train de s'effondrer. Il arpentait la chambre d'hôtel comme un animal en cage. C'est impossible. Marvin est pathétique. Il ne se souvient même plus de payer ses factures ou de prendre correctement ses médicaments. Grâce au dispositif de surveillance de son collier, Marvin écoutait leur panique grandissante avec une froide satisfaction. Dans son centre de commandement souterrain, il a observé 4 tueurs professionnels assis dans son salon, complètement brisés, tant psychologiquement que professionnellement. Il avait fallu exactement 47 minutes pour réduire l'équipe de Kenny Valuela du statut de prédateur confiant à celui de survivant traumatisé. Marvin n'avait mis le doigt sur aucun d'entre eux, mais il avait systématiquement détruit leur sens des réalités, leur confiance professionnelle et leur compréhension de qui ils traquaient. La rupture psychologique finale s'est produite lorsque Marvin a diffusé des enregistrements de leur propre voix. Pas de ce soir, mais de travaux précédents. Conversations qu'ils avaient eues dans des voitures, des chambres d'hôtel et des restaurants au cours des 6 derniers mois. Tous capturés par des équipements de surveillance qu'ils n'avaient jamais détectés. Vous me poursuivez depuis des semaines, leur avait dit Marvin via l'interphone. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que je te pourchasse depuis des mois maintenant. Comment ils étaient assis dans son salon, les armes baissées, n'essayant plus de s'échapper ou d'accomplir leur mission. Ils avaient réalisé qu'ils n'avaient pas affaire à une cible. Ils avaient affaire à un prédateur qui avait plusieurs longueurs d'avance sur eux depuis le début. Kenny Valuela, dont la réputation de professionnalisme froid avait fait de lui l'un des hommes de main les plus appréciés de Dom Torino, regardait une photo que Marvin avait placée sur la table basse. Une photo de la fille de Kenny lors de la remise de son diplôme d'études secondaires, prise sous un angle qui n'aurait pu être capturé que par quelqu'un qui avait assisté à la cérémonie. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Kenny, la voix creuse. La réponse de Marvin est venue via l'interphone. Calme et professionnel. Je veux que vous transmettiez un message à Dominique Torino. Dites-lui que l'homme qu'il a ordonné de tuer ce soir n'est pas celui qu'il croit être. Dites-lui que son organisation est sous surveillance des forces de l'ordre international depuis 18 mois. Dites-lui que chaque expédition, chaque transaction, chaque conversation qu'il a eue pendant cette période a été enregistrée et documentée. Les 4 tueurs échangèrent des regards, commençant à comprendre l'ampleur de ce dans quoi ils s'étaient retrouvés. Plus important encore, Marvin a poursuivi, dites-lui que l'agent d'Interpol, Marvin Ramsey, met officiellement fin à son opération de couverture. Le vétéran brisé est mort. Ce qui émergera de cette maison ce soir sera quelque chose de beaucoup plus dangereux. Todd Gates, le plus jeune de l'équipe, a parlé dans un murmure qui a à peine traversé la pièce. Interpol, vous êtes un agent fédéral. Les forces de l'ordre international, corrigea Marvin. Pendant 15 ans, j'ai infiltré des organisations criminelles sur 3 continents. La famille Torino n'est que la dernière d'une très longue liste de réseaux que j'ai démantelés. Grâce à son flux de surveillance, Marvin a observé le visage de Kenny Valuela défiler à travers la pièce. L'incrédulité,
la reconnaissance et enfin la peur. En tant qu'homme de main de haut niveau, Kenny avait entendu des rumeurs sur les agents des forces de l'ordre qui pourraient passer des années à monter des dossiers, à rassembler des preuves, à gagner la confiance avant de révéler leur véritable nature. La livraison d'armes demain soir, dit lentement Kenny. Je les connais tous. Chaque fournisseur, chaque acheteur, chaque intermédiaire. Je connais les juges que vous avez soudoyés, les flics que vous avez achetés, les politiciens qui ont pris votre argent. Je le sais parce que j'ai tout regardé, écouté et enregistré. Au Grand View Hotel, le téléphone d'Angelo sonna avec un appel de Dom Torino lui-même. La conversation a été brève, brutale et menée dans un langage qui montrait clairement que le chef du crime n'était pas habitué à ce que ses opérations soient compromises. Votre femme ferait mieux d'avoir une très bonne explication pour ce cluster. Angelo a grondé Victoria après avoir mis fin à l'appel. Dom veut des réponses et il les veut maintenant. La réponse de Victoria révéla la profondeur de son illusion à propos de l'homme qu'elle avait épousé. Il doit y avoir une explication. Peut-être que Marvin a appelé la police. Ou peut-être que vos hommes ont fait une erreur. Mais il n'en est pas capable. Il ne se souvient même pas de prendre ses médicaments sans que je le lui rappelle. Angelo étudia son visage, y voyant non seulement un déni, mais une totale incapacité à traiter les informations qui contredisaient ses hypothèses. Et si vous vous trompez? Et si votre mari n'est pas ce qu'il semble être? Ensuite, je vis avec un inconnu depuis 3 ans, a lancé Victoria. Et c'est impossible. Je connais Marvin mieux que quiconque. Il est brisé. Il est faible. Et ce n'est certainement pas une sorte d'agent secret. Sa certitude était absolue et complètement déplacée. Victoria avait passé 3 ans à regarder Marvin jouer le rôle d'un vétéran blessé, mais elle n'avait jamais pris la peine de vraiment l'observer. Elle avait vu ce qu'elle s'attendait à voir, ce que son mépris pour son apparente faiblesse lui avait permis de voir. Dans son centre de commandement, Marvin a pris une décision qui entra Victoria pour le reste de sa vie. Il a activé les caméras et les appareils d'écoute qu'il avait cachés dans toute leur maison au cours de l'année écoulée. Non pas pour espionner son infidélité, qu'il avait déjà documentée, mais pour lui montrer exactement à quel point elle avait mal jugé l'homme qu'elle avait comploté pour tuer. Victoria crépita sa voix dans le haut-parleur du téléphone d'Angelo, après avoir piraté leur communication avec une facilité embarrassante. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. Le son de la voix de son mari, clair, fort, sans aucun tremblement auquel elle s'était habituée, fit glacer le sang de Victoria. Ce n'était pas l'homme brisé qui l'avait supplié de ne pas le quitter ce matin-là. C'était quelqu'un d'entièrement différent. Marvin, murmura-t-elle. Comment vas-tu? D'où appelez-vous? J'appelle de notre sous-sol, Victoria. Le sous-sol au-dessus duquel vous vivez depuis 3 ans sans jamais vous rendre compte de ce qu'il y avait ici. Voudrais-tu que je te montre? La télévision de la chambre d'hôtel s'est soudainement activée, affichant les images de caméra que Victoria n'avait jamais vues auparavant. Les images montraient un centre de commandement de haute technologie qui appartenait à un film d'espionnage, et non le sous-sol d'une maison de banlieue. Des banques de moniteurs, des équipements de communication sophistiqués, des râteliers d'armes et des fichiers. Des dizaines de dossiers contenant des photographies et des informations sur des personnes que Victoria n'a pas reconnues. Oh mon Dieu, respirait-elle. Je te surveille depuis des mois, Victoria. Chaque rencontre avec Angelo, chaque plan que vous avez élaboré, chaque conversation sur mes polices d'assurance et votre nouvelle vie ensemble. J'ai tout enregistré. Angelo a attrapé le téléphone des doigts engourdis de Victoria. Qui diable es-tu? Je suis la cible pour laquelle vous avez été engagé, répondit agréablement Marvin. Je suis aussi l'agent international chargé de l'application des lois qui est sur le point de détruire toute votre organisation. Mais plus important encore, je suis le mari que ta petite amie trahit systématiquement depuis près d'1 an. La chambre d'hôtel devint silencieuse, à l'exception de la respiration de plus en plus rapide de Victoria. Tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie, de son mariage et de ses projets soigneusement élaborés s'effondrait autour d'elle. Le vétéran brisé était une identité de couverture, a poursuivi Marvin. Le SSPT, les médicaments, les séances de thérapie, tout cela a été conçu pour me donner la position idéale pour observer les activités criminelles dans cette communauté. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma propre femme fasse partie du réseau sur lequel j'enquêtais. Victoria a finalement retrouvé sa voix, mais elle n'a été qu'un murmure brisé. Tu me mens depuis 3 ans. Je te protège depuis 3 ans, corrigea Marvin. Jusqu'à ce soir,
quand toi et Angelo avez finalisé vos plans pour me faire assassiner, cela a franchi une ligne sans retour. L'instinct professionnel d'Angelo s'est finalement manifesté, dépassant son choc. Que veux-tu? De l'argent? Amnistie? Nommez votre prix. Le rire de Marvin était froid et complètement sans pitié. Je veux que vous compreniez que vous avez commis l'erreur fatale de sous-estimer votre ennemi. Vous deux. Et maintenant, vous allez découvrir ce que coûte cette erreur. La ligne fut coupée, laissant Victoria et Angelo seuls avec la prise de conscience croissante qu'ils étaient tombés sur quelque chose bien au-delà de leur compréhension ou de leur capacité à contrôler. Dans son centre de commandement, Marvin vérifia sa montre. 22h47. La soirée était jeune et il avait tellement plus à leur montrer. Le vétéran brisé était mort. À sa place se tenait l'un des hommes les plus dangereux du monde, et il avait des affaires très personnelles à terminer. Chapitre 7. Le compte commence. À 23h15, tous les écrans du bureau de sécurité du Grandview Hotel affichaient le même message. Attention. Les individus présents dans la chambre 412 sont recherchés pour complot en vue de commettre un meurtre. Détenus pour les autorités locales. Le chef de la sécurité de l'hôtel, Isaac Hagen, n'avait jamais rien vu de pareil. L'ensemble de son système avait été compromis par une personne ayant accès aux capacités de piratage du gouvernement. Celui qui a envoyé ce message a également fourni des preuves complètes, des enregistrements audio, une surveillance vidéo et une documentation détaillée d'un complot de meurtre. Angelo Denis s'est rendu compte que leur situation se détériorait rapidement lorsque la sécurité de l'hôtel a frappé à leur porte. À travers le Judas, il pouvait voir des gardes armés et ceux qui semblaient être des policiers en congé qui travaillaient à la sécurité de l'hôtel. Agents fédéraux. Angelo mentit doucement à travers la porte. Nous menons une opération de surveillance. Veuillez dégager la zone. La réponse a été immédiate et dévastatrice. Monsieur Denis, nous avons des enregistrements de vous planifiant le meurtre de Marvin Ramsey. Vous et Madame Ramsey êtes en état d'arrestation par des citoyens en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Le sang d'Angelo se glaça. Quel que soit Marvin, il disposait de ressources qui dépassaient largement les capacités de la police locale. Les preuves contre eux étaient distribuées en temps réel à plusieurs agences simultanément. Victoria hyperventilait maintenant, son monde soigneusement construit s'effondrant complètement. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Angelo grogna, son esprit parcourant leurs options de plus en plus limitées. L'hôtel était encerclé. Leurs communications ont été compromises. Et d'une manière ou d'une autre, le mari brisé de Victoria avait orchestré toute la situation. Chez Marvin, les 4 tueurs professionnels vivaient leur propre version de l'enfer. Marvin les avait libérés des pièces verrouillées, mais avait clairement indiqué qu'ils n'étaient pas libres de partir. Au lieu de cela, ils étaient devenus des participants involontaires à son dernier acte de vengeance contre l'organisation criminelle qu'il avait pris pour cible. Messieurs, crépita la voix de Marvin dans l'interphone. Je vais vous proposer un choix. Vous pouvez continuer à travailler pour Dominique Torino et faire face à des poursuites fédérales pour complot en vue de commettre un meurtre, ou vous pouvez témoigner contre l'organisation de Turin en échange de la protection des témoins. Kenny Venuela, son sang-froid complètement brisé, fixait les dossiers de preuves que Marvin leur avait présentés. Des photographies de chaque scène de crime, des enregistrements de chaque séance de planification, des dossiers financiers de chaque paiement. Marvin avait monté un dossier complet contre leur organisation pendant des mois. Vous avez été dans notre opération depuis the beginning, Kenny said slowly. Note inside, above. I've been watching your organization the way a scientist watch bacteria in a petri dish. Every move, every decision, every mistake, all of it documented and recorded. Todd Gates, still the youngest and most shaken of the group, spoke in a whisper. What happened to our family? That depend on your cooperation, Marvin replied. Witness protection relocate entire family. It's not perfect, but it's better than the alternative. The alternative was clear without being stated. Les hommes qui ont échoué à Dominique Torino, ils n'ont pas seulement perdu leur emploi, ils ont perdu la vie, souvent aux côtés de tous ceux qui cherchaient à se venger de leur mort. Jimmy Sheffer, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Quel genre de témoignage voulez-vous? Tout. Chaque crime dont vous avez été témoin, chaque ordre que vous avez suivi, chaque personne que vous avez éliminée,
je veux que la structure complète de l'organisation de Turin soit exposée avec suffisamment de détails pour les détruire complètement. Grâce à son réseau de surveillance, Marvin a observé les 4 hommes traiter leur situation. Ils étaient venus ici en tant que chasseurs et ont découvert qu'ils étaient des proies. Pire encore, ils avaient appris que leurs victimes avaient étudié leur organisation avec le genre de précision méthodique qui ne venait que d'années de formation professionnelle. Au Grand View Hotel, le téléphone d'Angelo a sonné avec un autre appel de Dom Torino. Cette conversation a été plus courte et considérablement plus menaçante que la précédente. Les fédéraux posent des questions sur les expéditions d'armes, la voix de Dom crépitait dans le haut-parleur. Angelo jeta un coup d'œil à Victoria, qui regardait l'écran de télévision de la chambre d'hôtel, où les images de sécurité de leur précédente réunion étaient diffusées en boucle sans fin. Il y a eu une complication. La cible n'est pas celle que nous pensions. Quel genre de complication? Le genre qui implique des agents fédéraux et les forces de l'ordre international. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé pendant près de 30 secondes avant que Dom Torino ne reprenne la parole, sa voix mortellement calme. Vous me dites que vous avez essayé de tuer un agent fédéral? Nous ne le savions pas. Sa femme a dit qu'il était un vétéran brisé souffrant du SSPT. Elle nous a fourni des renseignements et nous a aidés à planifier l'opération. Et où est cette femme serviable maintenant? Angelo regarda Victoria, qui se balançait maintenant d'avant en arrière sur sa chaise, son maquillage soigneusement appliqué ruisselant de larmes. Elle fait une dépression. Réglez ça, tous les deux, car si le gouvernement fédéral relie cela à notre organisation, toutes les personnes impliquées auront une espérance de vie très courte. La ligne fut coupée et Angelo réalisa qu'il était coincé entre 2 forces tout aussi dangereuses. Les forces de l'ordre se rapprochent d'un côté et sa propre organisation criminelle se prépare à éliminer les détails de l'autre. Victoria a finalement levé les yeux de son état catatonique. Il le savait, murmura-t-elle. Marvin savait tout. Depuis des mois, des années peut-être, il me regarde, m'écoute, enregistre tout. Ce n'est pas possible, a insisté Angelo. Mais sa conviction vacillait. Personne n'est aussi doué pour maintenir une couverture. Alors expliquez-nous le centre de commandement dans notre sous-sol. Expliquez comment il savait pour la fille de Kenny, pour vos antécédents criminels, pour la livraison d'armes de demain soir. Angelo ne pouvait pas l'expliquer, et cela l'effrayait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Les criminels professionnels opéraient selon des schémas prévisibles, territoire, hiérarchie, violence comme outil de contrôle. Mais Marvin Ramsey représentait quelque chose en dehors de ces schémas. Quelque chose qui obéissait à des règles entièrement différentes. À 23h47, Marvin a passé son dernier appel de la soirée à l'agent Bill Howard au siège d'Interpol. Ramsey, Dieu merci, nous avons perdu le contact et assumé. Je vais bien, l'interrompit Marvin. L'opération se termine avec succès. J'ai 4 membres de l'équipe de répression de Turin en détention et prêts à témoigner. J'ai également des preuves complètes du réseau de trafic d'armes de l'organisation. Exceptionnel. L'équipe d'extraction est prête. Aucune extraction nécessaire. Je termine ça personnellement. Il y eut une pause avant que Howard ne réponde. Marvin, c'est une opération d'application de la loi, pas une vendetta personnelle. C'est devenu personnel lorsqu'ils ont recruté ma femme pour m'aider à planifier mon meurtre. Je vais m'assurer que toutes les personnes impliquées comprennent les conséquences de cette décision. Ramsey, les preuves seront transmises à vos serveurs dans l'heure. Utilisez-le pour détruire l'organisation de Turin, mais Victoria et Angelo Denny sont à moi. Marvin a mis fin à l'appel et a commencé la phase finale de sa vengeance. Pendant des mois, il avait vu sa femme planifier sa mort tout en conservant la façade d'un mariage aimant. Pendant des mois, il avait enduré son mépris et sa cruauté tout temps. Rassemblant les preuves de sa trahison. Il était maintenant temps pour Victoria de comprendre ce que signifiait être traqué par quelqu'un qui comprenait chacune de ses faiblesses, chaque peur, chaque point de pression qui pouvait être exploité. Le vétéran brisé était parti pour toujours. À sa place se tenait un homme qui avait passé 15 ans à apprendre à détruire des ennemis qui se croyaient intouchables. Victoria et Angelo avaient voulu le voir mort. Au lieu de cela, ils étaient sur le point de découvrir ce que ça faisait d'être une proie. Chapitre 8. Justice et rétribution. À minuit 34, l'hôtel Grandview était encerclé par des agents fédéraux, la police locale et des agents d'Interpol arrivaient avec des mandats d'arrêt contre Angelo Denny et Victoria Ramsey. Mais Marvin n'avait pas l'intention de laisser sa femme et son amant être placés en détention préventive,
où des avocats et des négociations de plaidoyer pourraient les protéger de toutes les conséquences de leurs actes. Depuis son centre de commandement, il active la phase finale de sa vengeance. Une phase qui démontrerait exactement pourquoi le sous-estimer avait été une erreur fatale. Le premier domino est tombé lorsque chaque membre de l'organisation turinoise a reçu simultanément des informations détaillées sur les activités des autres. Le réseau de renseignement de Marvin avait identifié tous les criminels de la famille, chaque fonctionnaire corrompu figurant sur leur liste de paie, chaque transaction sale qu'ils avaient effectuée. Maintenant, il a tout libéré d'un coup, créant une cascade de paranoïa et de suspicions mutuelles qui allait déchirer l'organisation de l'intérieur. Le téléphone de Dom Torino s'est mis à sonner avec des appels paniqués de ses subordonnés, chacun convaincu que les autres les avaient trahis aux forces de l'ordre. En quelques minutes, l'empire criminel qui avait mis des décennies à se construire s'effondrait en récriminations violentes et en tentatives désespérées d'autopréservation. Le deuxième domino était plus personnel. Marvin a activé les engins explosifs que son contact avait placés dans l'escalade d'Angelo et la voiture de Victoria, créant des incendies spectaculaires mais non mortels qui ont éliminé leurs moyens de s'échapper tout en fournissant une preuve dramatique des ressources dont disposait Marvin. Grâce aux caméras de sécurité de l'hôtel, Marvin a vu Angelo et Victoria réaliser qu'ils étaient piégés, non seulement par les forces de l'ordre, mais par quelqu'un qui planifiait ce moment depuis des mois. C'est impossible. Victoria n'arrêtait pas de répéter, sa voix creuse par le choc. Marvin ne peut pas faire ça. Il n'en est pas capable. Angelo étudiait les dossiers de preuves qui avaient été mystérieusement livrés dans leur chambre. Des photographies, des enregistrements et des documents détaillant tous les aspects de leur relation et de leur complot de meurtre. La précision était chirurgicale, la collecte de renseignements était professionnelle et les implications étaient terrifiantes. Votre mari est bien plus qu'il ne semble l'être, a déclaré Angelo. Finalement, la question est, que compte-t-il faire de nous? La réponse est venue via la télévision de la chambre d'hôtel, qui a soudainement affiché une transmission en direct du centre de commande de Marvin. Pour la première fois depuis des mois, Victoria a vu son mari sans sa façade de faiblesse et de traumatisme. Cet homme était alerte, contrôlé et rayonnait le genre de menace tranquille qui provenait d'une confiance absolue en ses capacités. « Bonjour Victoria. » dit Marvin, sa voix résonnant clairement dans les haut-parleurs. « J'ai pensé que nous devrions avoir cette conversation honnête que j'ai mentionnée plus tôt. » La réponse de Victoria était à peine audible. « Marvin, je peux t'expliquer. » « Vous ne pouvez rien expliquer, » l'interrompit-il. « Parce que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre à quoi vous aviez affaire. Pendant 3 ans, vous avez vécu avec moi, dormi à côté de moi, partagé des repas avec moi, et vous ne vous êtes jamais demandé une seule fois comment un ancien combattant brisé pouvait se permettre notre style de vie avec des prestations d'invalidité. » La question restait en suspens comme une accusation. Victoria n'avait jamais pensé à leurs finances au-delà de sa capacité à dépenser de l'argent. La maison, les voitures, l'existence confortable en banlieue qu'elle tenait pour acquis. Vous ne vous êtes jamais demandé comment j'en savais autant sur nos voisins, sur la politique locale, sur les accords commerciaux dans notre communauté. Vous pensiez que je faisais juste une conversation, mais en réalité je menais une collecte de renseignements. Angelo commençait à comprendre l'ampleur de ce dans quoi il s'était retrouvé. Vous enquêtez sur notre organisation depuis des années. Je documente systématiquement tous les aspects de l'activité criminelle dans cette région depuis 18 mois. La famille Torino était ma cible principale, mais je traquais également les trafiquants d'armes, les blanchisseurs d'argent, les fonctionnaires corrompus et leurs associés. Victoria et vous ne faisiez pas partie de mon enquête à l'origine. Vous en avez fait partie lorsque vous avez décidé de recruter ma femme. Victoria a retrouvé sa voix, mais elle s'est révélée être un appel désespéré. Je ne savais pas qui tu étais. Si j'avais su, tu aurais fait exactement la même chose. Marvin l'a interrompu. Parce que ton problème n'est pas le manque d'informations, Victoria. Votre problème est le manque de caractère. Vous avez vu ce que vous pensiez être un homme faible et vous avez décidé d'exploiter cette faiblesse à votre propre bénéfice. Grâce au flux de surveillance, Marvin a pu voir le moment où Victoria a enfin compris l'ampleur de son erreur. Elle avait passé des mois à mépriser l'apparente faiblesse de son mari, sans jamais se rendre compte que sa plus grande force résidait dans son incapacité totale à le voir clairement. Les polices d'assurance que vous avez augmentées, a poursuivi Marvin. Les comptes bancaires que vous avez vidés, les systèmes de sécurité que vous avez désactivés, tout cela a été surveillé et enregistré. Tu ne me trompais pas seulement, Victoria. Vous apportiez un soutien matériel à une organisation criminelle en préparant mon meurtre.
Angelo a essayé de reprendre un certain contrôle sur la situation. Que veux-tu? De l'argent? Un passage sur? Nous pouvons conclure un accord. Le rire de Marvin était froid et totalement sans pitié. Je ne conclus pas d'accord avec ceux qui cherchent à me faire tuer. J'en fais des exemples. À cet instant, des agents fédéraux ont fait irruption dans la chambre d'hôtel, armes au poing et mandat d'arrêt prêt. Mais l'arrestation d'Angelo et Victoria n'était que le début de la vengeance de Marvin, pas la fin. Tandis que les agents sécurisaient la pièce, la voix de Marvin résonnait dans les haut-parleurs. Victoria, tu voulais savoir.